Alors sans tarder, je vais donner la parole à ma collègue, ma très chère collègue, professeur Sabri, qui va nous parler de l'art au cœur de l'éducation interculturelle. Je profite de l'occasion pour remercier le professeur Sabri parce qu'il a accepté donc, de faire partie des intervenants de cette conférence avec des engagements parfois difficiles à honorer, mais c'est aussi cette idée de partager la dimension aussi, cette idée de faire aimer la culture aux étudiants dans un cadre universitaire, ce qui n'est pas toujours facile quand on est à l'université. À vous la parole, professeur Siti. Merci, chers collègues. Il me revient le plaisir de clôturer quelque part et d'ouvrir en même temps aussi. Et c'est ce que je m'apprêtais à broder, mais bon, c'est dit. Donc, il me revient le plaisir aussi d'emboîter le pas à Jean-Pierre Loubet, en tous les cas, là, qui nous a donné une démonstration de sa passion, et on sait maintenant pourquoi vous avez pu tenir tête à ces institutionnels et comment vous avez pu défendre des projets. C'est toujours la passion, et il n'y a pas d'autre miracle. Voilà, alors chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, master, licence, toutes spécialités confondues, aimable présence. Alors je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous et je vous renvoie les mêmes remerciements, cher collègue professeur Youssef Belaïd, pour son invitation très ouverte et très généreuse à prendre part à cette manifestation. Nous ne faisons pas partie des mêmes équipes de recherche, mais croire en l'interculturel, c'est d'abord commencer par collaborer entre collègues, entre structures, entre masters. Et ça, je pense que ça a été l'une des raisons de mon engagement, malgré les autres projets parallèles auxquels vous avez fait allusion. Donc cette rencontre, elle est organisée dans le cadre de l'équipe de recherche politique éducative et dynamique sociale, PEX, à laquelle je souhaite plein succès. Et mon intervention va partir à la fois comme nous tous, je porte plusieurs casquettes, mais pour cet après-midi, je vais en brandir deux au moins, qui sont celles de l'universitaire, de l'académicien, du professeur, et celle artistique, du commissaire, de l'acteur, de l'actrice culturelle, parce qu'il n'y a pas de cloison entre ces deux volets, et c'était important de le démontrer quelque part par un projet sur lequel on va revenir tout à l'heure, et on partagera quelques visuels dans ce sens. Alors, dans un premier temps, et comme une introduction, je reviendrai à quelques éléments qui étaient soulignés tout à l'heure par Catherine Agulon dans son ouverture, qui sont des grandes lignes de l'éducation, des sciences de l'éducation et de l'éducation interculturelle tout particulièrement. Alors, en ce qui me concerne, et par rapport à mon background de spécialité, je vais être beaucoup plus sensible à la dimension du contexte historique et géopolitique qui est celui-là même qui donne lieu à cette réalité interculturelle. Alors, très brièvement, on ne peut pas faire abstraction du contexte du XXe siècle dans lequel ces réflexions vont naître après la nécessité, voire l'urgence de restaurer tout un système des valeurs qui a été meurtri par deux guerres mondiales, et en l'occurrence une seconde guerre mondiale qui va mettre à mal ce système des valeurs par le vécu du fascisme, du nazisme, etc., où on va effectivement, des structures comme l'UNESCO dans la Seconde Guerre mondiale vont se mettre comme nécessité et comme mission le fait de reconstruire, de retisser les liens entre des cultures et des pays de l'Europe qui sortaient tout à fait meurtris de cette expérience. Et je fais référence à l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss,
Race et Histoire, qui est demandé, qui a été un peu une commande pour recadrer cette question de la race qui a été au cœur des débordements du XXe siècle, qui ont donné lieu à, en l'occurrence, à la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée de la prédominance d'une race sur les autres. Alors, il y a aussi un contexte économique, politique et géopolitique plus proche de nous, qui est celui de la mondialisation et même de la post-mondialisation, qui certes a commencé par une euphorie, la possibilité d'ouvrir, d'avoir une circulation très rapide et très libre, à la fois des marchandises et des objets culturels qui les transportent, des civilisations, mais qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui par cette réaction post-mondialisation, qui ont donné lieu à aussi un durcissement identitaire, à une exacerbation des différences. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte que la mondialisation offrait certes un cadre tout à fait unique, mais que l'humain ne parvenait pas encore à maîtriser, à en maîtriser les débordements. Alors, en parallèle aussi, je souligne l'essor des nouvelles technologies et d'une communication de plus en plus rapide, de plus en plus efficace, mais aussi de plus en plus dangereuse et incontrôlable. On a vécu, pour rester dans ces considérations géopolitiques, on a vécu avec les élections américaines toutes récentes, tout un débat sur l'implication des réseaux sociaux dans un système qui finalement risque d'ébranler un système démocratique d'une nation aussi importante et aussi grande. En parallèle également, la réalité de la migration et des flux migratoires, la globalisation en a provoqué un certain nombre, mais il y a aussi tous les flux migratoires des populations déplacées suite à des guerres, suite à des raisons, à des situations socio-économiques que des populations fuient. Et c'est une réalité que nous connaissons aussi au Maroc, comme d'autres pays, où on a été longtemps un pays de passage pour devenir un pays d'accueil, avec tout ce que, sur le plan culturel, cette réalité a apporté au niveau social. Et qui nous a confrontés, à un moment donné, nous a confrontés par rapport à l'image qu'on se donne de nous-mêmes, qu'on véhicule de nous-mêmes comme étant un pays d'accueil, de générosité, d'acceptation, etc. En tous les cas, la réalité migratoire confronte de part et d'autre les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, dans un cadre plutôt intellectuel et propre à l'histoire des idées, on a un XXe siècle et un XXIe siècle qui est marqué par la pensée postcoloniale, qui va être une pensée dominante, qui va produire, outre une première vague de penseurs qui réfléchissent la situation coloniale et la situation postcoloniale à partir des pays anciennement colonisés, mais aussi plus tard qui réfléchit sur les enjeux des sociétés postmodernes de façon globale. Et je cite en l'occurrence le nom de Homi Bhabha, qui va mettre en place un concept très important et un concept qui va à la fois être pensé, exploité intellectuellement autant dans les milieux économiques, politiques que dans les milieux culturels et même dans les milieux artistiques, qui est le concept du third space ou le tiers espace, et qui est certainement au cœur même de la pensée interculturelle et même de la pédagogie interculturelle, puisqu'on parle d'un espace de la rencontre, de la création d'un espace de la rencontre qui serait un espace tiers. Alors se rencontrer dans un contexte d'acceptation de la différence nécessite qu'on soit capable de se décentrer, de sortir de son centre pour aller rencontrer l'autre qui lui-même fait la même gymnastique et pour créer un espace commun qui ne va pas être un espace définitif parce qu'on maintient son identité et son centre, son propre centre pour par la suite revenir vers son centre
revenir, certainement pas le même que ce qu'on a été avant d'y aller, puisque la rencontre nous apprend l'autre, mais nous apprend aussi ce que nous sommes, à travers la rencontre. Alors, ça c'était un petit peu quelques éléments importants à mon sens, mais non exhaustifs certainement, par rapport aux questions interculturelles. Maintenant, l'éducation interculturelle qui nous intéresse, on voit très bien, quand on fait une conclusion en partant de ces points-là, que l'éducation interculturelle, elle devenait une nécessité, une urgence pour les instances politiques éducatives. Et que ce n'est plus une considération de la culture et de la rencontre avec l'autre comme étant une cerise sur le gâteau qu'on fait parce que tout le monde est gentil et qu'il faut aller rencontrer l'autre. Elle devient une question extrêmement stratégique pour la cohésion sociale, pour l'équilibre géopolitique et pour la construction des citoyens qui sont passibles d'être à la fois performants chez eux et dans le monde, de façon globale. Et donc au Maroc, et suite à la réforme universitaire du début des années 2000, des questions telles que l'éducation à la diversité culturelle et à la citoyenneté vont être sérieusement pensées. Et j'ai eu le plaisir de revenir dans ma documentation pour rafraîchir un peu mes archives et à la FSE, à la Faculté des sciences de l'éducation, en 2007 déjà, on posait cette question-là par l'organisation de 2 colloques internationaux, de très grands colloques, et je recommande aux étudiants de consulter les actes parce qu'ils sont disponibles à la fac. Le premier colloque s'est tenu en 2007 et le second en 2009, toujours dans la même thématique, éducation à la diversité culturelle. Et j'ai eu le plaisir de prendre part à ce colloque, puisque j'étais fraîchement recrutée à la FSE et que j'ai pu intervenir sur la question de la diversité culturelle et sur les questions de l'éducation interculturelle déjà. Et parmi les recommandations de ce colloque qui a vraiment invité des personnalités très importantes dans ce domaine-là. Donc on a souligné l'importance de l'éducation et notamment de la pédagogie interculturelle, et le contexte de la faculté des sciences de l'éducation était tout à fait légitime pour poser de telles interrogations. Alors, la question de l'interculturel, et pour revenir brièvement à cette distinction qui a été tout à l'heure soulignée par mes collègues, à savoir la distinction entre l'interculturel et le multiculturel, qui est une distinction très importante, étant donné que l'interculturel, c'est inter, le préfixe signifie déjà l'idée que c'est quelque chose qui rassemble, se distingue du multiculturel, beaucoup plus une notion anglo-saxonne, oui. Qui est un système plus additif. Donc multi, on a une culture plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, constitue une société. C'est une dynamique de penser à deux paradigmes différents, très différents, et l'interculturel comme champ de recherche va être plutôt porté dans des pays francophones, la France, la Belgique, mais aussi le Canada, le francophone, pour les différentes raisons historiques que j'ai soulignées tout à l'heure. En l'occurrence, en France, il y a eu un fief très dynamique dans l'après-guerre, dans la pré-seconde guerre mondiale entre la France et l'Allemagne, parce qu'il s'agissait de reconstruire la relation entre ces deux pays qui se sont confrontés de façon frontale durant la guerre. Donc cette distinction, elle est là, l'interculturel découle de la nécessité de considérer que la création des stéréotypes culturels, qu'ils soient positifs ou négatifs, et de facto est une réalité, d'accord, mais que cette confrontation devrait être encadrée par une certaine forme d'éducation pour faire en sorte que les stéréotypes deviennent positifs, étant donné qu'on arrive à une certaine forme d'acceptation de l'autre. Donc il s'agit d'accepter sa différence,
propre et la différence de l'autre, et de trouver une manière de formuler une coexistence ou un bien vivre, voilà aussi un terme qu'on a beaucoup réfléchi dans la décennie des années 2010, ça veut bien vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, la diversité. Exactement. Et donc effectivement, ce dispositif de l'éducation interculturelle et dans le milieu éducatif secondaire et aussi universitaire, on pose la question de quelle pédagogie. Tout cela, on aurait raison de poser la question, mais tout ça est bien beau, mais comment le faire? Et comment surtout le faire de façon juste, sans faire de grands dégâts, parce que très souvent, dans pareille approche, la finesse est de rigueur. La finesse d'approche est de rigueur. Alors la question, je fais aussi référence à Martine Abdella-Pretzel et à ses travaux très importants qui soulignent l'éducation interculturelle par des notions comme la rencontre, le décentrement, la découverte de l'autre, la découverte de soi, etc. Alors un dernier point par rapport à l'éducation interculturelle de façon globale sur lequel je vais revenir quand on va présenter les diapos, les slides concernant le projet, c'est la question de la temporalité. La temporalité dynamique, elle est au cœur des rapports et des relations interculturelles. On ne peut pas considérer cette réalité de façon figée. La dynamique, elle est au cœur de la question, et cela, d'ailleurs, va pousser Pretzel à écrire dans ses différents ouvrages que l'interculturel est un processus dynamique et non statique. Et donc, à ce moment-là, quand on parle de pédagogie, c'est-à-dire de traduction, quand on va interférer cette réalité dans la classe ou dans le projet artistique, quelle pédagogie je vais mettre en place qui serait passible de respecter cette valeur dynamique. Alors, j'arrive à la question de l'art, au cœur, si je veux bien projeter la première diapo. Donc l'art au cœur de l'éducation interculturelle. Tout à l'heure, mes collègues ont souligné la question de la langue et du bilinguisme comme étant des questions fondamentales quand on parle d'interculturel. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de proposer un langage, une langue autre que celle verbale, qui est au cœur, qui est le langage artistique, dont les éléments de communication sont à la fois la forme, la sensibilité, la créativité et un certain nombre d'éléments. Alors, les canaux de l'éducation interculturelle dans le contexte universitaire nécessitent certes deux approches. Il y a une approche, on va dire, de type classique, qui est celle de l'acquisition des connaissances théoriques. Alors, dans la faculté des sciences de l'éducation et par rapport à mon intervention, donc j'enseigne l'histoire des idées, des arts et la culture et tout un certain nombre d'enseignements durant ces 20 dernières années en relation avec la culture. C'est un enseignement certes fondamental qui donne accès aux étudiants aux œuvres, dans un cadre d'enseignement, on va dire, de type classique. Effectivement, il faut mettre même dans cela une pédagogie interculturelle, une pédagogie ciblée, une façon progressive d'approcher pour créer justement la rencontre. Mais il y a une approche aussi tout à fait importante et alternative qui joue en la faveur de ce préfixe ou de cette réalité inter de l'entre-deux et de la dynamique et du processus et de la temporalité dynamique qui est la réalité du projet artistique. Alors, quand je vais conclure, je vais revenir quand même sur un certain nombre de points positifs que le projet artistique permet dans l'approche universitaire, avec ces distinctions entre le projet artistique qui est au cœur de l'enseignement artistique et le projet artistique qui accompagne une formation
toutes spécialités confondues, dans les objectifs sans l'acquisition des compétences interculturelles. Donc il y a deux choses, il y a quand même une frontière qu'il faut être capable de voir, même si cette frontière elle est poreuse et que très souvent on va de l'un à l'autre, puisqu'on travaille avec des professionnels de l'art, puisqu'on travaille avec des artistes et puisqu'on met en place des projets où il y a des formations parfois diamétralement opposées. Alors le projet que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est un projet que j'ai porté en 2015, avec d'autres collègues, bien évidemment, des institutions que je vais présenter tout à l'heure. Alors c'était Art et Espace Urbain, c'est un projet qu'on a porté en 2015 entre 3 institutions. Alors l'école d'architecture de Casablanca, la faculté des sciences de l'éducation de Rabat et la Villa Arson de Nice, voilà, qui est un espace, on va dire, qui englobe plusieurs espaces de formation. D'abord l'école d'art, l'école nationale supérieure d'art, un centre d'art contemporain et une résidence d'artistes. Donc il y a eu quand même des démarches pour mettre en place une convention cadre, puisque pour pouvoir mener ce projet, il a fallu qu'on ait une convention qui permette déjà la mobilité des étudiants entre le Maroc et la France pour ceux qui étaient partis, et aussi la mobilité des étudiants artistes qui venaient vers le Maroc. Alors ici, on a quelques visuels que je vais présenter de façon assez libre, quelques visuels du processus à la fois expérimental, du processus de restitution et aussi des résultats sur lesquels on s'est arrêté à la fin parce qu'il y a eu des installations, il y a eu une production d'objets, on peut les appeler comme ça, qui ont été soit dans l'espace urbain, soit à l'intérieur de l'école d'architecture de Casablanca, soit dans d'autres espaces, essentiellement dans la ville de Casablanca. Alors bien évidemment, un projet qui s'intitule Art et Espace Urbain trouve sa légitimité à être mené dans une ville comme Casablanca, où l'espace urbain il est de telle envergure que des artistes s'y sont penchés de façon importante, et je vais présenter des exemples par la suite. Alors, si tu veux bien, ça c'est l'affiche que j'ai dû chercher dans les archives en 2015. Donc ça a commencé par une convention cadre signée par les présidents d'université, les présidents d'école des 2 écoles respectives d'architecture et d'art. Et on a commencé par une rencontre ici même, dans cette même salle, il y a presque 10 ans, avec une artiste, avec 2 intervenants, 2 enseignants de la Villa Arson, donc une artiste, Catherine Strobel, une artiste allemande qui enseigne, qui prend en charge l'atelier dessin, une historienne de l'art, Sophie Orlando, qui est spécialisée dans les questions postcoloniales, un artiste et commissaire d'exposition, Mohamed Rachidi, marocain, qui était à l'époque responsable de la collection de la Fondation de la Banque Populaire. Non, pas populaire. Non, c'est. Non, oui. La Société Générale. La Société Générale. De la Société Générale, donc qui compte une collection importante d'artistes marocains, et donc moi-même en tant qu'universitaire et chercheur dans les questions artistiques et commissaire. Par la suite, ce travail nécessite bien évidemment un cadrage à la fois en termes de logistique, mais aussi en termes pédagogiques, puisque dans le petit sommaire là, que je vous propose, je m'arrête sur 3 volets importants dans toute expérience interculturelle qui est menée, ou plutôt qui est menée par un projet d'art. On a la notion de la rencontre. Dans ce cas-ci, c'est la rencontre avec les artistes ou avec un artiste, mais aussi avec les professionnels du monde artistique. Ça peut être des galeries, ça peut être des acteurs, ou des médiateurs, ou des éducateurs. Hein. L'écosystème est très diversifié. Il y a aussi la rencontre avec l'œuvre ou avec les œuvres, puisqu'il y a tout un travail de préparation, et c'est là où les dérives du projet artistique que je vais souligner à la fin
vont être importants, mais bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc la rencontre avec l'œuvre doit être préparée, contextualisée, afin de donner aux étudiants les outils nécessaires pour pouvoir vivre cette expérience. Et finalement, comme on le soulignait tout à l'heure, la rencontre avec l'autre et la rencontre avec soi. Deuxième volet, donc ça c'est le cadrage et l'approche pédagogique qu'on met en place, mais aussi l'approche artistique, parce que derrière ça, il y a des professionnels. Puis par la suite, on a l'expérience qui sous-entend l'expérimentation, puisque ces étudiants vont découvrir, et en découvrant, ils vont questionner, ils vont intervenir, ils vont expérimenter. Il y a tout un volet d'actions qu'ils vont mener par eux-mêmes, parfois en étant conscients de le faire et parfois sans l'être, en suivant un work in progress qui va les mener à la fin à cette prise de conscience de ce qu'ils ont fait. Et finalement, il y a la restitution du vécu par la production. Et donc la rencontre elle est protéiforme, hein. Ça peut être une rencontre avec une œuvre, ça peut être une rencontre avec un artiste, ça peut être une rencontre avec Monsieur Tout-le-Monde dans la rue pour discuter. On apprend par les artistes contemporains la mise en place de stratégies, d'approches de l'espace public, soit en sollicitant les passants, soit en créant un événement et en attendant que les gens viennent y adhérer, etc. Et donc ça commence par la rencontre avec des expériences bien précises, si tu veux bien. Alors, on commence généralement dans pareil projet par un recadrage. Et on présente des expériences qui ont lieu dans le monde, qui ont été portées par des artistes emblématiques. Ici, Jody Colomer, qui a mis en place ce projet Anarchitecton. C'était un projet intéressant puisqu'on avait à la fois des étudiants qui touchaient aux questions artistiques, soit ils suivaient des formations dans des écoles d'art, soit ils étaient dans des formations universitaires, mais qui étaient ouvertes à la dimension culturelle, mais on avait également des étudiants architectes. Donc le projet qu'on présente ici est composé de films, de maquettes. Donc c'est un artiste qui produisait, qui faisait en maquette les bâtiments en question et il a fait un voyage un peu partout dans le monde et qui faisait faire des photos de lui-même en portant la maquette du bâtiment qui était derrière. Un autre projet, cette fois-ci réalisé dans le désert du Texas en 2005 par deux artistes, Anne Green et Draxet, Prada Marfa, et qui consistait à implanter une boutique de luxe dans un environnement tout à fait inadéquat. Et donc la boutique avec la vitrine, et ça c'est une chose très importante, la vitrine, avec des objets vrais ou pas, on ne sait pas, c'est tout le dilemme des projets contemporains, avec des objets de luxe. Et on peut se dire, mais à quoi ça sert? C'est encore une fois l'apprentissage du rôle de l'artiste contemporain dans la cité, à questionner les sociétés elles-mêmes, leurs limites, leurs dérives, et à mettre en place, comme c'est le cas ici, des projets qui soulignent l'absurde, ou parfois l'absurdité de réalités pareilles. Et donc, la construction de ce volume en plein milieu de nulle part était un process aussi, puisque à un certain moment, le projet prend fin parce qu'il va être pillé par des personnes qui sont venues piller les objets, les sacs et les chaussures Prada, parce qu'on pensait que c'était des objets authentiques, etc. Et donc l'artiste crée cette synergie entre son approche à lui personnelle et son environnement. Pour nous, cette fois-ci, par rapport aux étudiants, il s'agissait de les amener à prendre conscience de l'importance du lien avec un espace commun, ici l'espace urbain.
Bien évidemment, d'autres exemples ont été donnés d'artistes marocains, je le disais tout à l'heure, Mohamed Fareji, de l'atelier de l'Observatoire, qui est cette structure qui mène des projets sur la cité, des projets d'envergure et très audacieux. Alors, dans les années 2015-2016, il y a eu ce projet, l'Aquarium imaginaire, un projet sur un bâtiment, non, tu restes sur la, voilà, un projet sur un bâtiment réel, authentique, qui a existé à Casablanca, qui était un aquarium, et qu'on a rasé, avec la piscine municipale qui était à côté, et sauf que l'aquarium existe toujours, et que ces artistes-là, ce collectif, parce que c'est un collectif, va mener un projet assez audacieux. J'ai eu le plaisir, la chance de les accompagner 2 années avant dans une visite même de l'intérieur de l'aquarium, puisque les bassins étaient toujours là, bien sûr les poissons non, il y a des mythes urbains et des légendes urbaines qui naissent avec de tels projets. Alors on raconte que les poissons ont été mangés par les fonctionnaires, on raconte que les poissons ont été jetés dans l'océan, et effectivement les artistes ont fait un travail d'enquête et de terrain pour reconstituer une histoire urbaine de ce bâtiment. Bien sûr, il y a eu tout un travail sur les archives de l'aquarium, mais le plus important dans ce projet-là, c'était d'amener les étudiants à découvrir ce qu'on peut produire et co-construire sur des réalités qui sont des réalités tangibles. Ici, c'est un bâtiment, c'est un patrimoine architectural qui sont, on va dire, la propriété commune. D'autres projets ont été présentés. Alors ici, il y en a 3. Une structure, ces structures sont toujours actives. La source du lien à Casablanca avec le projet, c'est l'image de la maquette à droite en haut, la maquette du parc de l'Ermitage. Alors c'est un parc mythique de Casablanca qui a été dessiné, je pense, par l'urbaniste Prost, et donc qui a été mise en œuvre dans les premières années du protectorat, et à un moment donné, fin des années 90, il y a eu tout un débat sur le fait de raser le jardin ou d'en faire qu'est-ce qu'on pourra en faire, et il y a eu un travail de mobilisation à la fois d'artistes, de militants associatifs qui a permis de sauver ce jardin et de produire cette maquette. Alors, j'ai travaillé pendant 5 ou 6 ans sur ce projet de la maquette du parc de l'Ermitage. Et plus tard, et c'est l'image qui est à côté, on voit l'artiste qui a porté le 2e projet, Hassan Darsi. C'est un projet qui s'appelle le Square d'en bas, qui est un bâtiment autour du bâtiment Le Galfrère, qui était une ancienne fabrique de bois pendant la période du protectorat, et qui fait partie du patrimoine architectural de la période moderne de Casablanca. Et bien évidemment, on peut imaginer tout le débat autour du devenir de ces bâtiments, un débat qui était porté à la fois par des artistes, par des structures associatives, à l'époque déjà, comme Casa Mémoire, pour la sauvegarde. Alors on a pu sauvegarder certains bâtiments, mais pas d'autres. J'ai pu voir ces mêmes débats en Europe aussi, à Marseille, la friche La Belle de Mai, où il y a eu aussi pareil débat entre artistes et militants pour sauvegarder des bâtiments, mais aussi en Allemagne, dans la région du Ruhr par exemple, des bâtiments qui datent de la période de l'activité minière de la région, qui ont été sujets à un débat collectif sur est-ce qu'on en fait des centres d'art, est-ce qu'on en fait des écoles, est-ce qu'on va les raser, en faire des projets immobiliers, etc., etc. Alors en bas, et c'est la 3e image en bas, c'est pour l'anecdote, ça s'appelle Kalosa, et c'est un artiste, Younes Baba Ali, qui avait fait cette performance. C'est un artiste qui a grandi en France et qui exerce en Belgique, qui a fait toute une promenade dans plusieurs villes du Maroc avec cet objet-là,
qui est assez familier de nous, les Marocains, parce qu'on a des marchands ambulants, etc. Sauf que lui, là, il y a mis 2 grandes baffes où il a fait tout un travail d'artiste sonore, donc d'enregistrement de ces sons de la rue qu'on peut expérimenter. Alors, donc là, c'était pour la rencontre. Et donc, la rencontre, on a à la fois la rencontre avec les œuvres, la rencontre avec les structures culturelles, la rencontre avec les artistes, et à un moment donné, on en vient à l'expérience ou l'expérimentation et à l'intervention. Et donc, ces étudiants ont été... Alors, dans l'école d'architecture de Casablanca, elle se situait à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, dans le quartier de Banoussi, à Casa. Donc, c'est un quartier assez dense, avec une histoire économique, puisque c'était le quartier industriel, ça l'est encore en partie, de Casablanca, et donc avec des problématiques urbaines assez particulières. Ici, on a une expérience qui a été vécue par un des groupes et qui ont choisi d'intervenir dans les parages toutes proches de l'école. Alors, il y a aussi la phase de la restitution. Ici, c'est un projet qui s'intitulait Permission ou Autorisation. Alors, c'est un groupe composite. Alors, on a des étudiants d'art, des étudiants architectes et des étudiants dans des formations d'ingénierie culturelle. Et donc, eux, ils ont choisi d'aller investir l'espace public. Vous reconnaîtrez peut-être les sièges publics de Casa, où ils ont fait une performance en installant cette pancarte où c'est écrit Diali. Et pour ces jeunes, c'était l'idée de l'appropriation du siège. C'est une expression pour eux qui était assez à la fois banale, mais aussi emblématique, parce que comment est-ce qu'on peut s'approprier un bien qui est commun? Et ils ont choisi de faire une performance qu'ils vont restituer. Là, on les voit dans l'image à gauche. Ils ont restitué leur performance à l'école avec des photos qui sont prises. Alors, pour l'anecdote, eux, c'était vraiment une performance parce qu'ils ont fini au poste de police. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient avoir une autorisation, parce que leur performance, elle était à la place des Nations Unies. Donc, quand même, à un endroit assez stratégique, et ils se sont implantés en disant on va faire un prépa. Et donc, c'était l'idée de l'expérience, c'est celle-là. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui a uni ce groupe qui venait de backgrounds artistiques différents à travers le vécu. Alors, bon, il y a eu aussi des projets plus pointus qui portaient sur des problématiques d'architecture, comme ici la bride d'exhibition ou l'exhibition de la bride. À l'époque, c'était le projet du tram de Casablanca, et donc il y a eu des projets qui portaient sur ça. Un projet aussi sur le quartier des Habous, avec une grande promenade où les jeunes étudiants scotchaient des repères dans des rues, dans des bâtiments, et invitaient les promeneurs à faire un récit qui leur était propre par la suite. C'est l'image qu'on voit à côté, qui est une restitution dans la classe. La question, bien sûr, quand on parle de l'urbain, la question de la limite, de la frontière, c'est des mots qu'on a soulevés à plusieurs reprises, comme ici, avec ce projet franchissement, tracer, franchir. Alors, je pense que c'est la toute dernière diapo, n'est-ce pas? Non. Voilà, c'était juste la toute dernière. Je voudrais conclure quand même avec un document qui parle de lui-même, parce que moi je vous ai raconté ce projet. Or, ce projet, il peut être raconté plusieurs manières. Je suis sûre que ceux déjà qui l'ont vécu, la première image par exemple, elle est très forte, et ce projet-là était sur l'autre comme espace de nos propres projections. Ces étudiants ont choisi tout simplement de faire en sorte que leur propre corps devienne un écran de projection. Donc on peut raconter ce projet de différentes manières, mais il y a une manière plus intéressante
il faudrait peut-être l'effacer ou réduire pour qu'on ait toute la page. Réduire le... Ouais. Vas-y. Voilà, merci Noé. Alors après 10 ans quasiment, le fait de revoir ces travaux, la qualité des propositions, tu peux juste défiler. Alors c'est les post-it dans le quartier de Habous. Alors, un projet sur la migration avec une étudiante mexicaine d'ailleurs. Si tu peux aller plus vite, juste tu restes et tu appuies. Alors cette image, peut-être on peut s'arrêter sur cette image. Alors je voulais conclure avec un moment de silence qui est très important dans pareil process. La grande vigilance à avoir quand on entreprend des projets de cette envergure, puisqu'ils ont été quand même portés par des professionnels, quand on implante ou quand on transpose plutôt pareil projet dans le contexte universitaire, il y a toujours un risque à prendre. Ce risque, c'est dans les pratiques. Et c'est très important aujourd'hui, particulièrement quand on parle du pacte ESRI dans le contexte universitaire marocain, quand on parle des notions très importantes comme la créativité, comme l'épanouissement personnel, etc., comme l'art comme un vecteur de développement général, il est très important de dire qu'il y a toujours un risque de dérive. Il faut mener ces projets avec la conscience qu'on peut avoir quand on est professionnel et prendre toujours des mesures pour ne pas tomber dans le cas de l'animation tout court. Je le dis, je le répète toujours à mes étudiants, parce que ça peut à n'importe quel moment, quand c'est porté par quand ce n'est pas porté avec un cadrage précis, ça devient non pas une action culturelle, mais une activité fortuite, une activité qui n'a pas de sens, ou qui, pire que cela, devient je ne trouve pas le mot pour signifier avec justesse ce que je pense, mais je dirais plutôt une action vide, creuse, qui peut même avoir des conséquences négatives et néfastes, artificielles, et dont la portée, dans les conséquences sur la formation, peuvent être très négatives. Mais quand c'est la bonne volonté, elle est toujours là, et quand on prend le temps de faire les choses, on a des conséquences qui sont absolument au rendez-vous, puisque ça marque à la fois tous les acteurs, les enseignants, les professionnels de l'art, les artistes et les étudiants, tout le monde y va parce qu'il se décentre et va vers la rencontre à travers un projet. Ça sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, cher collègue professeur Sabri, cette belle présentation. Alors, moi, j'ai noté 2 moments importants de cette présentation qui émanent de 2 postures complémentaires. Le premier moment, c'était donc le regard de l'enseignante chercheuse, voilà, donc pour être dans la norme internationale. Dans ce premier moment, vous avez
brièvement aborder les questions donc, des crises de la mondialisation, pardon, à travers donc, la crise identitaire, la question des réalités migratoires comme configuration du contact entre les cultures, les questions de l'éducation interculturelle qui deviennent nécessaires pour maintenir la cohésion sociale et aussi l'importance de l'approche dynamique dans la définition de l'interculturel. Donc tous ces éléments, c'était en complément aux deux premières communications. Le deuxième moment qui relaie pour moi d'une importance capitale, c'est un regard sur un projet, mais vous avez totalement raison, c'est justement le regard que vous donniez de ce projet ne ressemble en rien au regard que donnerait une autre partie prenante de ce projet, qui est un regard sur les projets qui permettent d'intégrer la culture, d'intégrer la culture dans l'éducation, d'intégrer l'éducation dans la culture, afin de garantir davantage d'émancipation. Alors, peut-être comme on l'a fait avec les deux premiers intervenants, donc je pense une question à chaud. Jean-Pierre Loubet a envie de vous poser une question, et après on ouvre le débat pour une quinzaine de minutes.